Maître Joseph Breham et Maître Mathilda Frey, bonsoir, vous avez rallié la capitale togolaise du 21 au 25 octobre, dites-nous quel est le mobile de votre présence ? Nous avons déposé le 27 juillet 2023 une plainte concernant la lettre de félicitations apocryphe prétendument envoyée par le président de la République française à M. Faure Gnassingbé. Nous savons d'expérience que la justice et la police française ne peuvent pas facilement enquêter à plusieurs milliers de kilomètres de Paris, spécialement dans un pays dirigé précisément par celui-même qui a bénéficié de ce courrier et dont l'amour pour une justice indépendante n'est pas la caractéristique principale. Nous avons donc décidé de nous déplacer personnellement pour pouvoir enquêter, loin des lourdeurs procédurales nécessaires en cas de coopération judiciaire. Par ailleurs, conscient de l'incroyable violence de la répression qui s'est abattue sur la société civile à la suite des élections présidentielles de 2020, nous nous sommes déplacés pour interroger plusieurs témoins et victimes dans le but de caractériser juridiquement les violences subies. Justement, concernant cette affaire de lettre de félicitations du président Macron à Faure Gnassingbé, vous vous êtes approché de l'ambassade de France à Lomé. Qu'est-ce qui a été dit à propos ? Nous avons joint l'ambassade de France à de nombreuses reprises tant avant notre déplacement que pendant notre déplacement, mais, téléphone est sur place. Nous n'avons jamais pu joindre un membre du personnel de l'ambassade qui avait la moindre information et qui acceptait de nous répondre. Nous savons pourtant que l'ambassadeur était présent à Lomé, puisqu'il a œuvré directement et par le biais des services de l'ambassade à nous sortir de la nasse dans laquelle le pouvoir voulait nous maintenir. À cet égard, nous voulons ici remercier l'ambassadeur et les services de l'ambassade pour leur soutien, lors du triste épisode de l'hôtel du 2 février. Nous avons été très étonnés que personne ne puisse nous recevoir. En effet, deux hypothèses sont possibles. Soit le courrier de félicitations est vrai, alors, il suffit aux autorités françaises de nous recevoir, de nous en transmettre une copie, et l'affaire s'arrête, nous retirons notre plainte et la France, terre autoproclamée de droits de l'homme, doit assumer son soutien sans faille à la dynastie Gnassingbé, ses violences et sa prévarication. Soit le courrier de félicitations est faux, dans cette hypothèse le silence des représentants français s'explique. Le refus du président de la République française et du ministre des Affaires étrangères français de confirmer que le courrier publié par RFI a bien été envoyé par Paris, leur refus de nous recevoir, leur refus de communiquer s'explique par la crainte des conséquences tant s'ils confirmaient la fausseté de la lettre que s'ils affirmaient faussement que cette lettre était vraie. Avez-vous échangé avec les autorités togolaises sur le sujet ? Nous avons énormément de réserves sur le caractère fructueux d'échanges avec des représentants d'un pouvoir qui entretient une relation extrêmement laxe avec la réalité, avec un régime qui n'hésite pas à recourir à la force pour faire taire les voix dissidentes, avec un pouvoir que plusieurs rapports des services américains pointent comme en lien avec le trafic de drogue international. Avez-vous cependant échangé avec certaines organisations à Lomé ? Pour ne pas mettre en danger nos interlocuteurs, nous ne dévoilerons cependant pas leurs noms. Mais tous, sans aucune exception, nous ont raconté les tracasseries, brimades, harcèlements, violences et séjours en prison que seul leur amour de la liberté et de la démocratie leur a valu. Nous avons été extrêmement surpris de la violence décrite unanimement, de l'arbitraire permanent. L'un de nos interlocuteurs nous a dit que le Togo était la Corée du Nord africain. Cette métaphore, avec les limites de toutes ces métaphores, nous semble extrêmement parlante. Et pourtant, en France et en Europe, le Togo passe inaperçu, passe sous les radars. L'affaire Bolloré, et la corruption autour du port de Lomé peut apporter des explications. Avant d'évoquer cette affaire, rappelons qu'elle n'a pas été jugée et que ses protagonistes sont donc présumés innocents. Rappelons aussi que le groupe Bolloré a reconnu sa culpabilité mais que les juges parisiens ont considéré que l'accord trouvé entre les procureurs et le groupe Bolloré n'était pas satisfaisant, la proposition de sanction n'a donc pas été homologuée. En l'espèce, il s'agissait pour Ava, société de communication des plus influentes, d'effectuer des prestations, de mettre son réseau à disposition de M. Gnassingbé en échange de l'attribution de la concession sur le port de Lomé et d'avantages fiscaux. Ava est en lien avec tous les politiques français, en lien avec les médias français. Le groupe Bolloré contrôle directement un empire dans les médias. Existe-t-il un lien entre ce silence en France et les intérêts croisés du groupe Bolloré et de M. Gnassingbé ? Nous ne pouvons pas le démontrer mais cette proximité étonne. Depuis le 9 mai 2023, vous avez écrit à l'Élysée sans réponse. Pensez-vous que c'est une manière de se dérober d'une quelconque manifestation de la vérité sur cette affaire ? Comme nous l'indiquions tout à l'heure,
le silence des autorités françaises signe, selon nous, la gêne de ces dernières. Ne voulant pas mentir, car le coût politique serait trop important en cas de découverte, les autorités françaises ne peuvent pas confirmer la véracité du courrier et préfèrent se taire, se terrer. Courber les chines en attendant que l'orage se passe, plutôt que de faire face au grain n'est pas forcément très courageux mais peut sembler moins risqué, à court terme. Une conférence de presse était prévue à Lomé sur le sujet, mais finalement empêchée selon nos informations. Que s'est-il passé? Convaincus que les dictatures ne prospèrent que dans l'ombre et les semi-vérités, nous avions décidé, avant de repartir en France, de résumer à la presse togolaise notre enquête, nos analyses et progressions. Le 25 octobre, après plusieurs jours d'un agenda bien rempli pendant lesquels nous n'avions pas chômé, cette conférence de presse était prévue à 14 heures. Notre avion du retour était prévu à 21 heures. Vers 10 heures, lorsque nous descendions nous aérer et discuter loin des éventuels systèmes d'enregistrement que nos logements étaient susceptibles de contenir, nous avons été interceptés dans le hall de l'hôtel du 2 février par un agent de sécurité de l'hôtel qui nous a indiqué que des personnes désiraient nous parler. Un peu étonnés, nous sentions une gêne chez notre interlocuteur. Nous l'avons cependant suivi sur quelques mètres jusqu'à une table du hall autour de laquelle étaient assis 3 hommes. Le plus âgé prend la parole et commence à nous prendre à partie verbalement. Nous le coupons, lui demandons de nous décliner son identité, son rôle. Il nous affirme être commissaire de police et, après que nous ayons insisté, nous montre brièvement une carte de police. Ces deux acolytes qui ne nous déclineront jamais leur identité resteront quasi mutiques. Le commissaire nous indique qu'il désirait nous parler, qu'il nous cherchait et qu'il n'avait pas réussi à nous trouver jusqu'alors. Nous le remercions de l'intérêt des forces policières pour notre personne, et lui en demandons la cause. Il argue du fait qu'il doit assurer notre sécurité. Nous le remercions encore, et lui indiquons que maintenant qu'il est rassuré de notre sécurité, nous allons donc continuer notre programme. Nous nous levons, commençons à nous éloigner de la table. Ces deux acolytes se précipitent pour se positionner entre nous et la sortie. Je leur demande donc, s'ils désirent nous empêcher de sortir. Le commissaire, gêné, nous indique qu'il a besoin d'assurer notre sécurité. Assez ironiquement, nous proposons donc qu'il nous accompagne. D'ailleurs, feignant d'avoir compris qu'il acceptait, nous lui indiquons que nous apprécions son accompagnement car nous pourrons économiser quelques frais de taxi, s'il nous transbahute. Notre ironie persistante semble l'agacer. Nous nous voyons donc contraints de lui rappeler ainsi qu'à ses sbires de cesser de nous tutoyer, nous lui indiquons que son comportement est justement à l'origine de notre sentiment d'insécurité. Il finit par nous interdire purement et simplement de sortir. Nous lui rappelons qu'empêcher quelqu'un de se déplacer à sa guise s'appelle une contrainte, qu'empêcher des avocats de sortir d'un bâtiment ne peut se justifier qu'en cas d'infraction pénale. Nous lui demandons si nous avons commis une infraction, à plusieurs reprises. Il nous confirme à plusieurs reprises qu'aucune infraction ne peut nous être reprochée. À chaque fois, nous nous levons, nous commençons à quitter les locaux et sommes retenus par les deux sbires susmentionnés. Puis arrivent des camions bourrés de policiers ou de gendarmes en tenue qui bloquent les diverses sorties de l'hôtel. Nous prenons donc attache avec l'Ordre des avocats de Paris, avec plusieurs journalistes afin de les informer. Le barreau de Paris nous rappelle immédiatement, écrit à l'ambassade de France. Nous convenons de ne pas publier de communiqué de presse pour le moment afin de ne pas envenimer la situation. Les journalistes contactés s'inquiètent énormément mais nous convenons là aussi de ne rien publier pour le moment. Nous contactons les organisateurs de la conférence de presse, pour les informer. Nous enregistrons un message vocal, afin que les participants à la conférence puissent se rendre compte de notre rétention, et que nous puissions leur communiquer au moins une partie du message que nous avions à leur délivrer. Vers 19 heures, après d'infinies palabres, les gendarmes nous escortent jusqu'à l'aéroport, puis un agent, probablement de la police aux frontières, nous escorte pendant tout notre temps à l'aéroport jusqu'aux portes de l'avion. Êtes-vous senti intimidé ou traumatisé? Quelle suite réservez-vous à cet empêchement de Lomé de faire votre travail? Il s'agit évidemment d'une tentative d'intimidation et ce comportement signe la volonté des autorités togolaises de nous empêcher de rendre compte de notre mission. Nous n'avons pas été traumatisés, même si, évidemment, ce genre d'épisode soumet à un stress important et à une tension, que seul le temps permettra d'évacuer. Nous n'avons ni l'un ni l'autre de souvenir de contact physique avec nos gardiens,
Pourtant la chemise de Maître Breham portait des traces de sang à l'issue de cet épisode et un bleu a été identifié. Le cerveau a la capacité d'oublier certains épisodes trop durs. En tout état de cause, nous avons rarement été aussi contents d'être français et avocats, donc de bénéficier d'une double protection qui, nous l'espérions, empêcherait le pire d'arriver. En revanche, cela nous a d'autant plus sensibilisés à la situation des Togolaises et Togolais qui se battent pour la liberté d'expression sans bénéficier d'aucune de ces protections. Leur sort est malheureusement souvent bien différent du nôtre, comme notre mission nous a permis de le constater. Considérant que notre retenue était incontestablement liée à notre fonction d'avocat défenseur des droits de l'homme, nous allons évidemment saisir la rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs et défenseurs des droits de l'homme de l'ONU. Nous allons en parallèle déposer une plainte devant les juridictions françaises pour séquestration, sans ordre, par des corps constitués. Au-delà de notre cas individuel, il est une réflexion qui nous semble parfaitement illustrée par cette affaire. Le Togo, aussi puissant que son système sécuritaire puisse paraître, n'est qu'un colosse aux pieds d'argile. Colosse, car il peut retenir même des avocats étrangers pendant plus de 10 heures avec un sentiment d'impunité incontestable. Pieds d'argile, car cette retenue démontre la peur de nos paroles, et plus généralement d'une parole libre. Cette retenue démontre que le système togolais de privation des droits civils et politiques les plus élémentaires craint que le peuple togolais ne sache et ne s'exprime. Il ne prospère que sur le mensonge et l'obscurité. D'où l'importance des missions telles celles que nous avons menées, d'où l'importance de cette interview. Enfin, n'oublions pas également que le système togolais ne survivrait pas sans complicité en Europe en général et en France en particulier. Que peut-on espérer du dossier que votre client vous a confié? Nous avons déposé une plainte simple le 27 juillet 2023, préalable obligatoire à une plainte avec constitution de partie civile, PCPC, que nous venons juste de déposer. Ensuite, si le système judiciaire français est lent, il est relativement indépendant du système politique. Ainsi, dans quelques mois, un juge d'instruction sera désigné avec pour charge de faire toute la lumière sur la véracité de ce courrier. Il devrait interroger les protagonistes. Le journaliste. Les membres du cabinet du ministère des Affaires étrangères. Les membres du cabinet présidentiel. Et nous saurons enfin officiellement, sans que les autorités togolaises ne puissent tergiverser, ce que tous savent intimement, ce courrier est un faux fabriqué pour forcer la main des autorités françaises et décourager les manifestations post-élection. La preuve du mensonge obligera tous les acteurs à se positionner. Dernière question, comment se porte votre client, Dr Agbeyome Kodjo? Il revient quand au pays, au Togo? Nous communiquons avec le Dr Agbeyome Kodjo régulièrement au téléphone, il se porte à merveille. Il est toujours combatif et il lui tarde de pouvoir se remettre au travail pour le bien du Togo et des Togolais.